honorable assistance. J'ai été donc, au comité de m'organisation, on m'avait confié de parler des complications de la césarienne. Et oui, la césarienne, une intervention si banale, c'est fréquente, mais elle n'est pas dénuée de complications. Je vais rappeler que la césarienne est une intervention qui est réalisée pour donc assurer un accouchement artificiel après l'ouverture chirurgicale de l'utérus. Elle s'exécute essentiellement par voie abdominale et exceptionnellement, elle peut se faire par voie vaginale. C'est une opération obstétricale très ancienne, bien codifiée et tellement qu'elle est fréquente, elle est devenue une intervention banale. Banale, d'ailleurs, le nombre de césariennes n'a pas cessé d'augmenter ces dernières années. On est passé de 7% en 90 jusqu'à 21% en 2021. Il faut dire que selon le rapport de l'OMS, le dernier rapport de l'OMS, cette répartition et ce taux de césarienne, il y a une disparité de par le monde, il varie de 1% jusqu'à 58%. Et dans le rapport, on vous dit que pratiquement il y a 120 pays qui ont des césariennes qui dépassent le taux recommandé de l'OMS qui est de 15%. Ils estiment qu'il y a 12 millions de césariennes auraient été pratiquées abusivement en une année. Alors le problème, c'est que la césarienne, c'est vrai qu'elle a révolutionné la pratique obstétricale et a amélioré la survie maternelle et fœtale, mais elle reste une chirurgie qui n'est pas qui est à risque potentiel, un risque immédiat à long terme, tant physique que psychique. Et ça constitue un enjeu majeur de santé maternelle de par le monde. Alors, l'objectif de ma présentation, c'est d'identifier les complications de la césarienne. Et pour cela, donc, j'ai utilisé les données de l'OMS, les données de l'ANSET entre 2018 et 2024 et les recommandations de la FIGO. Alors, il faut distinguer des complications maternelles et les complications fœtales, parce qu'il y en a aussi des complications fœtales liées à la césarienne. Pour les complications maternelles, on a des complications qui sont immédiates et péropératoires. Elles peuvent être d'ordre hémorragique, et c'est la complication la plus fréquente. L'hémorragie de postpartum immédiat, souvent elle est sévère, qui dépasse les 1000 millilitres. Elle se voit dans une proportion de 6 à 10% des césariennes selon les séries. Cette hémorragie, elle peut être due à une atonie utérine, par anomalie d'insertion, par trouble de coagulation, comme elle peut être due à des difficultés d'hémostase, d'hystérographie, par lacération de l'hystérotomie et par donc les lacérations cervicales et utérines. Ensuite, vous avez les complications infectieuses. On a l'endométrite de postpartum de l'ordre de 5 à 15% des cas, surtout quand il n'y a pas de prophylaxie antibiotique. On a les infections de la paroi, qui sont de l'ordre de 5 à 20 fois plus importantes que ce qu'on voit dans l'accouchement par voie basse, sous forme d'abcès, de cellulite, de fasciite nécrosante. Et ces infections, elles sont souvent favorisées par les RPM, le travail lent, l'anémie, l'obésité et le diabète et le faible niveau socio-économique. Vous avez des complications d'ordre chirurgical, les plaies vésicales de 0,2-0,5%, les plaies intestinales, heureusement, ne sont pas fréquentes, mais elles peuvent se voir. Les lésions urétérales, elles sont exceptionnelles. Les thromboses veineuses profondes et l'embolie pulmonaire, qui est la première cause de mortalité maternelle, heureusement aussi, elle n'est pas fréquente, elle est de l'ordre de 0,1 à 0,2%. Sans oublier les complications anesthésiques, que ce soit sous anesthésie avec pour hypotension, nausée, céphalée, que les réactions allergiques et aspiration pulmonaire sous anesthésie générale. Ensuite, vous avez les douleurs post-opératoires et du rétablissement. Cette douleur, elle persiste dans les 10 à 15% des cas et elle va être à l'origine d'une mobilisation retardée qui va donc augmenter le risque de retentissement thromboembolique et du ralentissement de transit. La mobilité tardive,
et ça peut aller de complications de la cicatrice pariétale, des hernies ou des désunions pariétales, des endométrioses pariétales, c'est des douleurs douloureuses sur la cicatrice, les kystes ou les granulomes de suture, jusqu'aux complications de l'hystérotomie, c'est-à-dire de la cicatrice utérine. Alors, la complication la plus redoutable et qui fait l'hantise des obstétriciens quand on a affaire à un accouchement sur un utérus cicatriciel, c'est ce risque de rupture utérine. Ce risque, il est certes, il n'est pas très important, il est de l'ordre de 0,5 à 1%, mais il existe. Ensuite, vous avez des complications émergentes qui se voient avec donc, le nombre et la multiplicité des cicatrices. On a essentiellement la niche ismique ou ce qu'on appelle l'ismocèle. L'ismocèle a été décrit pour la première fois par Maurice en 1995 sur une pièce de stérotomie. Son incidence il est différemment apprécié selon les études, c'est-à-dire selon le diagnostic. Est-ce que c'est des découvertes fortuites sur des pièces d'hystérectomie, ou bien des essentiels parlants donc cliniques, ou bien des estomacs donc découverts à la radiologie. Donc, en fonction de critères de sélection, ça peut varier de 12,7 jusqu'à 88% selon les études. Elles peuvent être à l'origine de métrorragie, de douleurs et d'infertilité secondaire. Le diagnostic est relativement facile parce qu'on peut, à l'échographie endovaginale 2D, plus ou moins à la sonographie, donc identifier cette niche qu'on peut donc, le diagnostic peut être amélioré par l'échographie 3D, par l'hystéroscopie diagnostique. Alors, le problème de ce dysmocèle, en plus de la symptomatologie quand elle existe, c'est la possibilité d'implantation d'une cicatrice sur cette niche. Alors, la grossesse sur cicatrice de césarienne, c'est défini par l'implantation intracicatricielle de la grossesse qui est consécutive à l'invasion du biomètre par le produit de conception à travers une déhiscence de cicatrice d'hystérotomie. Ça, c'est la définition. Et elle est considérée comme étant une grossesse ectopique de localisation cervico-ismique et cicatricielle. Il faut déterminer, donc distinguer deux formes cliniques qui sont décrites et il est important de faire la distinction parce que le pronostic et la prise en charge est complètement différente. Vous avez le premier groupe, le premier type, c'est quand vous avez une implantation qui est profonde, ça veut dire que la grossesse se développe plutôt vers la cavité utérine et le canal cervico-ismique. Là, ça peut aboutir vers la naissance d'un enfant avec surtout un risque hémorragique ou vers une hémorragie, vers un avortement hémorragique. Ensuite, le deuxième type, c'est quand vous avez le sac gestationnel qui est implanté dans la niche. Ça veut dire la grossesse va se développer vers la vessie et la cavité abdominale. Là, il y a un risque très important de rupture utérine. Alors, comment on fait la différence? C'est à l'échographie, il y a plusieurs critères qui ont été donc définis. Le plus utilisé, c'est les signes croisés, cross-over signal. Et ce signe, on l'obtient quand on va tracer une ligne endométriale, c'est une ligne droite qui va de l'orifice cervical interne, ici, jusqu'au fond utérin, en passant à travers l'endomètre. Et on va mesurer donc le diamètre supérieur-inférieur de sac gestationnel perpendiculaire à la ligne endométriale. Ça va nous permettre donc de décrire la relation entre le sac gestationnel, la cicatrice de césarienne et la paroi utérine antérieure dans une vue sagittale de l'utérus. Alors, ça va nous permettre donc de classer en aspect normal, vous voyez le sac, comment il est au fond. Le COS 1, c'est quand vous allez le sac gestationnel qui est implanté dans la cicatrice de césarienne et en moins de 2/3 du diamètre de sac gestationnel se trouve au-dessus de la ligne endométriale. Le COS 2, c'est quand vous voyez un sac qui est implanté dans la cicatrice, mais les 2/3 de diamètre se trouvent au-dessous
de la ligne endométriale. Alors, la probabilité d'accrétisation, parce qu'il s'agit beaucoup plus de ça, dans le cause 1, il y a une forte probabilité de placenta accreta. Dans le cause 2, la probabilité de placenta accreta est moindre parce que cette grossesse est plutôt, elle se développe vers la cavité. Vous avez ici donc l'image à l'échographie d'une couronne trophoblastique qui prend le Doppler. Cette grossesse sur cicatrice, si elle évolue, si elle est dans la niche, on peut donc arriver à une autre complication très importante qui est le placenta accreta. Alors, le placenta accreta, spectrum, c'est l'ensemble des anomalies de l'insertion placentaire. Elles sont classées en 3 catégories. L'accreta, quand les villosités s'infiltrent dans le myomètre. L'incrétin, quand elle infiltre pratiquement tout le myomètre. Le percrétin, quand elles arrivent jusqu'à la sous-séreuse. Son incidence est passée de 0,8 à 3,4 pour 1000 grossesses. Ça, c'est le prêt à payer du nombre de césariennes qui est élevé. Il est à l'origine d'une morbidité maternelle sévère et de mortalité importante. Actuellement, le seul traitement validé, c'est le traitement radical césarienne hystérectomie. Même ce traitement radical, il n'est pas dénué d'autres morbidités comme des pertes sanguines importantes nécessitant des transfusions importantes, des lésions vésicales et une admission en soins intensifs pratiquement dans 50% de cas. La mortalité maternelle, elle est de l'ordre de 0,5 à 7% pour le placenta accreta. L'échographie est le premier moyen, premier outil de dépistage qui peut être suivi par l'IRM pour plus de sensibilité. Alors, je vais dire quelques signes échographiques qu'on peut retrouver pour suspecter un placenta accreta. Vous avez les lacunes placentaires multiples, la disparition de lésions hypoéchogènes, l'amincissement du myomètre, l'interruption de la paroi hyperéchogène et le bombement du placenta dans la vessie. Vous avez là quelques images de lacunes placentaires qui prennent le Doppler avec donc un flux perturbé. Vous avez la disparition de léserie entre la vessie et le placenta et vous avez l'amincissement de myomètre avec bombement du placenta dans la vessie. Il y a d'autres complications aussi qui ne sont pas aussi fréquentes, mais elles sont là. Vous avez des troubles gynécologiques fonctionnels, à type de dysménorrhée, à type de douleur pelvienne chronique, à type de dyspareunie, les adhérences pelviennes qui sont responsables de douleurs chroniques, les troubles urinaires ou digestifs, la morbidité psychique. C'est un syndrome, ce qu'on appelle un syndrome de stress post-traumatique avec des dépressions postpartum qui sont plus fréquentes et troubles de l'image corporelle. La morbidité fœtale et néonatale aussi, elle existe. Il y a à leur tête la détresse respiratoire néonatale, elle est fréquente. Et cette détresse respiratoire, elle expose à la tachypnée transitoire du nouveau-né qui est 2 à 6 fois plus fréquente que l'accouchement par voie basse, au syndrome de détresse respiratoire. C'est pour ça que les nouvelles recommandations, c'est de pratiquer en césarienne prophylactique s'il le faut au-delà de la 39e semaine d'aménorrhée. Les lésions traumatiques accidentelles, parce qu'il ne faut pas penser que quand on fait une césarienne, l'enfant est protégé de toute lésion. Non. Eh bien, il y a les risques de plaies cutanées, il y a les risques donc d'hématomes et de fractures ou de luxation. Ces risques sont encore d'autant plus importants quand on fait une césarienne dans le cadre de l'urgence ou en cas de présentation dystocique. La morbidité à long terme, eh bien, il y a beaucoup de papiers qui sont sortis dernièrement pour vous dire que la naissance par voie basse, qui expose donc le nouveau-né à la flore vaginale maternelle, essentielle à la colonisation intestinale, va le protéger contre donc des risques j'ai perdu le mot. les risques d'allergie, voilà. Parce que quand l'enfant est né par voie basse
il est exposé à la flore vaginale maternelle. Par contre, quand il naît par voie haute, la flore initiale auquel il est exposé, c'est la flore cutanée et la flore hospitalière. En conséquence, vous aurez un risque d'allergie, un risque d'asthme, d'obésité infantile et de maladies auto-immunes. Et qui est à l'origine d'une altération de la maturation du système immunitaire due à l'exposition précoce à des antibiotiques maternels. Ça, c'est les dernières études qui ont été publiées en 2022 qui se sont intéressées aux complications tardives des enfants nés par césarienne. Alors finalement, la césarienne est l'une des grandes victoires de l'obstétrique moderne. Mais il ne faut pas oublier que ça reste une intervention chirurgicale. C'est vrai qu'elle a réduit la mortalité maternelle et néonatale, mais elle n'est pas sans conséquence. Chaque césarienne laisse une empreinte physique, utérine et psychique. Et merci pour votre attention.